Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une source euh, assez directe, on peut dire, un reportage vidéo qui nous amène vraiment sur la ligne de front, près de Kharkiv, en Ukraine. Oui, on suit un journaliste indépendant qui est embarqué avec les forces russes et surtout on entend le témoignage d'un commandant russe. Son nom de code c'est Batia. C'est ça. La source, c'est une transcription d'une vidéo YouTube de Patrick Lancaster, et ça nous donne un accès, un accès assez rare, même s'il est très spécifique, hein, à la perspective russe vue du terrain. Exactement. L'interview de ce Batia, elle se passe dans des positions qui apparemment venaient d'être prises aux Ukrainiens. Alors, notre but ici, c'est vraiment de regarder en détail ce que ce reportage montre, ce qu'il raconte. Il y a d'abord la réalité du front, très, très concrète. Hmm. Mais il y a aussi, et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, je trouve, la vision du monde de ce commandant. Une vision très, très articulée. Oui, sa lecture de la guerre actuelle, combien de temps il pense que ça va durer. Et même plus loin, sa conviction qu'il y a un conflit beaucoup plus large qui est déjà en cours. Absolument. Et il faut préciser tout de suite, c'est vraiment important, on parle du compte-rendu d'un journaliste qui travaille aux côtés des forces russes. Oui, Donc notre objectif, c'est pas du tout de valider ou d'invalider d'ailleurs ce qu'il dit. C'est juste d'examiner ce qui est rapporté dans cette source-là, précisément. c'est une fenêtre sur une perspective, voilà, celle de ce commandant. Exactement. Alors, allons-y. Commençons par cette immersion près de Kharkiv. Déjà, rien que le trajet pour arriver sur la position, ça a l'air d'être toute une histoire. Ah oui. La source décrit une route que le commandant appelle la route de la mort, Dolaga Smerte en russe. Ça pose l'ambiance. Carrément. Une route qui longe la frontière, c'est ça, hein, et qui s'enfonce de quelques kilomètres en Ukraine. Oui, environ 7 kilomètres dans la région de Kharkiv. Et apparemment, ils sont obligés d'éviter la route principale parce qu'ils pensent qu'elle est minée. Donc, passage par les champs. Voilà, passage par les champs. On apprend aussi qu'ils doivent contourner un ancien checkpoint ukrainien, ce qui suggère que les Russes ont avancé récemment dans ce coin-là. Et l'arrivée. L'heure d'arrivée est intéressante aussi. Vers 4 heures du matin. C'est tôt. Très tôt. Et c'est calculé en fait. La source explique que c'est pour éviter les drones. Ah oui. Ben oui, c'est le créneau juste après la fin de la surveillance thermique de nuit, mais avant que les drones classiques d'observation de jour soient vraiment efficaces avec la lumière. Une petite fenêtre de vulnérabilité réduite, quoi. Malin. Ils finissent d'ailleurs à pied à travers champs pour être plus discrets. Et une fois sur place, c'est quoi la position? Alors, ce sont d'anciennes tranchées ukrainiennes. Le commandant Batia dit même qu'elles sont hyper bien construites. Il utilise des mots russes concretna et capitalna, quelque chose comme sérieux et solide. D'accord. Et elles auraient été prises quand? Environ 3 semaines avant le reportage, selon ce qu'il dit. Et on voit aussi qu'ils ont installé des filets anti-drones. C'est devenu le b.a.-ba sur ce front, j'ai l'impression. Ah oui, indispensable visiblement. Et l'ennemi est tout près. Ils estiment les Ukrainiens à 800-900 mètres. C'est rien du tout. C'est ça. Et le commandant insiste là-dessus. Ils sont vraiment en première ligne, hein, le péridavoï. Il n'y a personne entre eux et les Ukrainiens. Et d'ailleurs, l'ambiance monte vite, hein. À peine arrivé, ils pensent à faire une pause café et... Et paf, ça commence. On entend des tirs d'armes légères, des explosions, le bruit des drones. C'est très présent. La source mentionne une incertitude sur les explosions, c'est ça? Airburst ou impact direct? Oui, ils savent pas trop si ce sont des munitions qui explosent en l'air pour couvrir une zone plus large ou si ce sont des drones qui frappent directement. Mais bon, dans tous les cas. Dans tous les cas, la pause café est annulée et on est direct dans le bain sonore et dangereux du front. Voilà. Et c'est dans cette ambiance un peu tendue que le commandant Batia commence à parler de lui, de sa vision des choses, et il commence par son histoire perso. Oui, et ça a l'air de peser lourd, cette histoire. Une lignée militaire assez impressionnante, non? Ah oui, des ancêtres qui auraient combattu avec Souvorov, un grand-père dans la garde du tsar qui a été réprimé puis réintégré parce qu'il manquait d'officiers. Avant de mourir au combat en 41. C'est ça. Et le grand-père maternel, mort près de Leningrad en 42. Il se décrit lui-même comme de la vieille trempe, Staroy Zakvaski. C'est une expression qui veut dire quoi exactement en russe? Ça évoque une sorte de dureté, de résistance à l'ancienne, forgée par les épreuves, quoi. Il ajoute qu'il vient de l'Oural, qu'il est expert en combat au corps à corps. Et que son fils de 19 ans combat aussi, et a été blessé. Oui, on sent vraiment le poids de l'histoire. Une sorte d'éthique du sacrifice. C'est très très fort chez lui. Et toute cette identité-là forgée par l'histoire, par le combat, ça débouche sur une vision du conflit actuel qui est, comment dire, radicale.
C'est le moins qu'on puisse dire. Il affirme que la guerre, elle ne finira pas tant que le drapeau russe ne flottera pas sur le Reichstag à Berlin. Carrément. Le Reichstag. Paka Flag Nadrikstag, ni pas de ni même. C'est une référence directe à 1945. Exactement, et il donne même une date, une échéance. Il estime que la guerre durera au moins jusqu'en 2027. 2027. Et il insiste, c'est pas une blague, et tenez choutka. Pour lui, clairement, ce qui se passe en Ukraine, c'est juste une étape. C'est ça. Il ne voit pas ça comme une guerre juste entre la Russie et l'Ukraine. Pour lui, c'est déjà une confrontation avec l'Occident, avec l'OTAN. Et il a toute une argumentation pour ça, sur plusieurs niveaux, militaire, économique. Commençons par le militaire. Qu'est-ce qu'il dit ? J'accuse l'OTAN d'augmenter sa présence dans les pays baltes, de faire des exercices militaires non-stop près de la Finlande depuis 1 an et demi. Et il insiste sur la proximité géographique, non ? La Finlande et Saint-Pétersbourg. Oui, il parle de 67 kilomètres seulement entre la frontière finlandaise et Saint-Pétersbourg. Pour lui, c'est une menace directe. Il va même plus loin. Il accuse l'OTAN de vouloir bloquer la navigation russe. Il parle de piraterie. Oui, et il évoque aussi des tensions en Transcaucasie avec l'Azerbaïdjan, des risques au Kazakhstan, qu'il attribue à des fondations type Soros. Sa vision est très large et assez sombre. Il parle d'une décennie d'instabilité à venir. Et l'économie dans tout ça, il en parle aussi beaucoup. Ah oui, le gel des avoirs russes, les fameux 300 milliards. Ça le met hors de lui. Pour lui, c'est une attaque contre la propriété privée. Ce qui est ironique venant de quelqu'un qui critique le système occidental. Oui, mais il le présente comme une violation fondamentale. Et il voit les sanctions économiques comme une stratégie pour freiner le développement industriel et militaire de la Russie. Il parle aussi des problèmes logistiques, l'accès aux ports, les assurances. Exactement. Pour lui, tout ça, ce sont des actes de guerre économique. C'est coordonné. Il n'y a pas que le militaire et l'économique, il y a aussi la guerre de l'information, selon lui. Tout à fait. Il est persuadé que les médias occidentaux diabolisent systématiquement la Russie pour préparer les opinions publiques à une guerre qu'il considère comme inévitable. Il donne un exemple, non ? Sur Rheinmetall. Oui, il cite l'augmentation de la capitalisation boursière de Rheinmetall, le groupe allemand de défense. Il parle d'une multiplication par 280. Bon, le chiffre est peut-être à vérifier, mais Mais l'idée est là. l'idée est là. Des groupes financiers profitent de la guerre pendant que les économies occidentales stagnent, selon lui. Son jugement sur les dirigeants européens est assez... Cinglant. Il les traite de personnes déficientes et bornées, ou Cherbnier Nedalieu qui est Luigi. En gros, des marionnettes manipulables. C'est une rhétorique assez classique finalement. Oui, dans ce type de discours anti-occidental. Et puis il y a cette relecture de l'histoire avec le pré-bail américain pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est assez surprenant. Ah oui, le Lend-Lease. Pour la plupart des gens, c'était une aide matérielle cruciale des USA aux Alliés, y compris l'URSS. Mais pas pour lui. Pas du tout. Il dit que ce n'était pas de l'aide, mais une transaction commerciale. Que l'URSS a tout payé en or, même le matériel perdu en mer. C'est une affirmation forte. Il dit même que Poutine a fini de payer ça récemment. C'est ce qu'il soutient, oui. Que les États-Unis ont profité des 2 guerres mondiales et que Poutine a réglé les dernières échéances du Lend-Lease. C'est clairement une façon de minimiser l'aide alliée et de peindre les USA comme toujours intéressés économiquement. Une réécriture qui sert son propos actuel en fait. Exactement. Et toute cette accumulation d'arguments militaires, éconos, infos, politiques, historiques l'amène à sa conclusion principale. Qui est donc Que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Tritya Miravaya, idiote. Il le dit cash. La Troisième Guerre mondiale est en cours. C'est énorme comme affirmation. Comment il justifie ça alors ? Parce qu'il admet que c'est pas comme la seconde, avec les tranchées partout. Pour lui, c'est la somme de tout ce qu'on vient de dire. Le soutien militaire et le renseignement de l'OTAN à l'Ukraine, il cite les satellites, les drones espions, les avions AWACS. La guerre financière, les sanctions. Voilà. Le frein industriel, l'isolement logistique, la guerre idéologique via les médias. Tout ça, mis bout à bout, pour lui, c'est une guerre globale menée contre la Russie, mais par d'autres moyens. Une guerre hybride, en somme. Il pose la question d'ailleurs. Si c'est pas la Troisième Guerre mondiale, c'est quoi alors ? Если это не Третья мировая война, тогда это что? Скажите мне. C'est ça. Il voit une guerre non déclarée, menée par procuration, mais où l'Occident est totalement impliqué. Et dans ce contexte, quels seraient les objectifs de la Russie selon lui ? C'est un peu paradoxal, non ? Il dit qu'ils n'ont pas besoin de territoire. C'est ça qui est intéressant. Il affirme que la Russie est autosuffisante, samodostatechny, qu'elle a assez de terres à développer chez elle. Alors pourquoi Berlin ? Pourquoi le drapeau sur le Reichstag ? Si c'est pas pour le territoire.
Pour lui, c'est une question de symbole et de dissuasion. Il pense que c'est le seul objectif assez fort psychologiquement pour que l'Occident arrête ce qu'il perçoit comme une agression. Frapper Riga ou Helsinki, ce serait taper sur des pions, Piechki. Ça ne changerait rien au fond. Donc il faut frapper au cœur symbolique de l'Europe. C'est sa logique. Et il y a aussi une grosse désillusion sur la diplomatie. Il pense que ça ne sert plus à rien? Il semble convaincu que toutes les tentatives russes passées pour s'entendre avec l'Ouest, même l'idée d'intégrer l'OTAN à une époque, ont échoué parce que l'Occident veut les ressources russes. C'est sa conviction. Une vision assez paranoïaque peut-être, mais cohérente de son point de vue. Et du coup, il ne voit que deux issues. Soit atteindre cet objectif du Reichstag. Soit l'option nucléaire. Voilà. Mais il nuance un peu. Hein? Comment? Il introduit une sorte de dilemme moral. Il se demande si la Russie, qu'il voit comme une civilisation humaniste, peut vraiment prendre la responsabilité de l'arme nucléaire face à un Occident qu'il juge juste matérialiste. C'est une façon de brandir la menace tout en se donnant le beau rôle en quelque sorte. On peut l'interpréter comme ça, oui. Une justification pour ne pas encore utiliser l'arme ultime. C'est une construction idéologique très très forte et très sombre. Oui, extrêmement sombre. Et le journaliste Patrick Lancaster, lui, comment il se positionne face à tout ça? Il rapporte quand même des propos très lourds. À la fin, Lancaster prend la parole. Il dit qu'il est important d'entendre toutes les versions, multiples sides, même celles qui nous semblent fausses ou dérangeantes. Il appelle à l'esprit critique, en somme. Oui, il exhorte les gens à penser par eux-mêmes, à questionner les discours dominants, d'où qu'ils viennent, et à chercher d'autres perspectives. Il rappelle aussi son statut d'indépendant financé par le public. Oui, il se présente comme celui qui montre ce que d'autres cachent. C'est une posture classique pour un journaliste qui se veut alternatif. Dans le contexte d'un reportage embed où t'es dépendant de l'armée qui t'accueille, c'est important cette mise en point, non? C'est crucial, cette transparence sur la perspective qu'il offre et l'appel à la vigilance critique du public, c'est essentiel. Il donne accès à cette voix russe du front et après, c'est à chacun de se faire son idée, de recouper. Donc, si on résume un peu ce qu'on retire de cette exploration, on a d'un côté l'immersion très concrète dans la réalité du front à Kharkiv, le danger, la tension, Presque les odeurs et les bruits, oui. et de l'autre, on a cette vision du monde très construite, très radicale, de ce commandant Batia. Ancré dans une lecture perso de l'histoire russe, familiale même, qu'il pousse à croire qu'une guerre longue contre l'Occident est en cours. Une guerre hybride, sur tous les fronts, militaire par procuration, économique, informationnelle, logistique. Avec une conclusion très pessimiste qui n'envisage que des solutions extrêmes, tout en se cherchant une justification morale. Et en face, le journaliste qui dit « Attention, écoutez, me réfléchissez, comparez ». Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion qui découle un peu de la logique de Batia. Lui, il voit toutes ces actions, sanctions, infoguerres, soutien militaire indirect, comme des actes de guerre. Pour lui, c'est déjà la Troisième Guerre mondiale, mais hybride. Oui, non déclaré officiellement, mais bien réel selon lui. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est « Et si cette grille de lecture se répandait ?» Si d'autres pays, confrontés à des conflits locaux, à des sanctions dures, à ce qu'ils voient comme des campagnes de déstabilisation, S'ils se mettaient eux aussi à interpréter leur situation comme ça, comme une participation à une guerre mondiale hybride déjà en cours. quelles seraient les conséquences? Est-ce que ça pourrait justifier des escalades, des ripostes plus dures? Est-ce que ça changerait complètement la façon dont on voit les relations internationales? C'est une perspective assez vertigineuse. Ça montre bien comment l'interprétation des faits peut devenir elle-même un enjeu stratégique énorme. Une pensée à méditer, en effet.